Alors, bonjour à tous ceux qui sont connectés en ce moment et bienvenue à la semaine de la formation à distance. Pour ceux que c'est votre première utilisation de Zoom, je vous invite à regarder la diapositive qui est à l'écran en ce moment. Pour converser, vous allez voir sur votre barre d'outils, dans le bas de Zoom, vous voyez l'onglet encerclé en jaune « Converser ». Et pour fermer, ouvrir vos caméras, c'est tout à fait à gauche de la barre d'outils pour muet et activer la caméra ou l'arrêter. Et on vous suggère de fermer vos micros pendant l'atelier. Par contre, vous pouvez ouvrir vos caméras sans problème. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de la programmation de la semaine de la formation à distance, cet après-midi, on a l'atelier Nouvelles tendances de cours en ligne, MOOC, SOC, SPOC et conception de SPOC portant sur la formation hybride. Donc, l'atelier va nous être présenté par Nathalie Marceau de l'Université de Sherbrooke, qu'on a le privilège d'avoir avec nous cet après-midi. Donc, il est 15 heures dans quelques minutes. J'inviterai Nathalie à ouvrir son micro, puis on va pouvoir débuter l'atelier. Fait que bon atelier à tous et merci d'être parmi nous. Bonjour tout le monde, j'imagine que vous m'entendez bien. Donc, je voulais juste vous présenter un peu l'idée, c'est qu'on a présenté au dernier CIRTA un atelier sur un SPOC que nous avons conçu et on a comme manifesté un intérêt à l'endroit de ces nouveaux cours. Donc, aujourd'hui, l'atelier porte essentiellement sur ces dérivés des cours en ligne, que sont ces acronymes aux tendances un peu alphabètes. Donc, on va démêler tout ça ensemble aujourd'hui. Et sans plus attendre, nouvelle tendance de cours en ligne, c'est intéressant parce que vous allez voir dans la présentation l'évolution de la formation à distance, mais cette accélération qu'on voit récemment dans de nouvelles formes de cours. Donc, tous les cours avec acronymes, mais je vais aussi vous amener vers des nouvelles formes de cours qui utilisent les technologies. Donc, on va voyager ensemble dans cet univers-là. Je vais avoir 4 grandes sections. Donc, vous pourrez me poser les questions au fur et à mesure que vous les aurez dans le clavardage, mais on prendra du temps pour y répondre à chacune des sections. Donc, il y aura une section qui portera davantage sur l'historique de cette formation à distance en ligne et de ces nouveaux enfants qui sont nés récemment. On verra quelles sont ces nouvelles formes de cours en ligne. Puis, par la suite, on va vous présenter un petit peu plus spécifiquement le SPOC que notre équipe a réalisé sur la formation hybride en enseignement au collégial. Et on pourra également partager certaines considérations si vous souhaitez de votre côté également concevoir un cours en ligne de ce type. Voilà. Donc, sans plus attendre, débutons avec un historique de la formation à distance et en ligne, ainsi que de leurs dérivés. J'aimerais attirer votre attention sur cette petite citation que j'ai traduite. Donc, vous serez sensible au fait que je l'ai aménagée pour qu'elle soit compréhensible. Le travail dans les écoles du futur sera bien organisé, quoique simplement, afin de s'adapter presque automatiquement aux différences individuelles et aux caractéristiques du processus d'apprentissage. Il y aura de nombreux dispositifs et même des machines, pas du tout pour la mécanisation de l'éducation, mais pour libérer l'enseignant et l'élève de la corvée éducative et de l'incompétence. Et cette citation, elle nous provient de Sidney Presser, qui a inventé la machine à enseigner en 1933. C'était quand même assez visionnaire parce que déjà, on peut voir que dans ce qu'il prédisait, il y a des choses qui se sont déjà avérées. Donc, beaucoup de tâches cléricales qui sont maintenant automatisées, des calepins de notes qui font les calculs automatiquement en ligne, la prise de présence, les courriels. On peut faire maintenant des recherches dans des encyclopédies qui sont mises à jour en temps réel. On peut travailler à distance, en collaboration, avoir des petits quiz qui sont corrigés automatiquement. Donc, tout cela
c'est un peu ce que M. Pressé prévoyait, donc une facilitation de l'enseignement à cause de ces machines. Donc, il faut le voir vraiment avec intérêt. Et nous, actuellement, en 2020, est-ce qu'on peut prédire qu'est-ce que l'éducation moderne sera dans 70 ans, 80 ans? C'est assez difficile. Pourquoi est-ce que les établissements vont choisir de faire des cours en ligne? C'est rien de très nouveau, j'imagine, pour vous. Il y a évidemment toutes les considérations économiques. Ça permet d'ouvrir des marchés, donc d'aller chercher des étudiants en dehors du territoire qui est traditionnellement desservi. C'est aussi un moyen d'aller rejoindre des étudiants ou des élèves qui n'auraient pas accès à l'éducation, donc aller chercher partout et pour tous les étudiants. C'est vraiment un moyen démocratique d'aller éduquer. Et plus récemment, on a vu qu'il y a une massification de l'enseignement supérieur, donc toute cette arrivée des cours qui s'offrent à de grandes cohortes. Mais c'est aussi un moyen de faire face à la diminution des ressources humaines en enseignement. Donc, dans des régions éloignées, pour prévenir le fait qu'on n'aurait pas les ressources humaines compétentes pour enseigner, on peut choisir d'avoir des campus qui offrent des cours sur différents lieux. Donc, c'est un moyen de contourner des problématiques également. Quand on enseigne en ligne, on ne peut pas donner notre cours de la même façon. C'est nécessaire de faire une médiation du contenu. Donc, tout ce que j'aurais donné en ligne, en présentiel, je dois le réfléchir pour le mettre en ligne. Ça demande toute une façon de planifier, de concevoir et de mettre en œuvre qui est différente. Mais c'est aussi une façon de voir les relations formateurs-apprenants. Donc, on n'a pas le choix d'également avoir en tête cette médiation de la relation. Et elle peut être unidirectionnelle. Donc, on peut avoir un échange qui est seulement dans un sens, soit l'apprenant qui consulte des documents sans interaction ou un formateur qui va enseigner via une capsule en ligne. Mais il y a aussi toute la relation bidirectionnelle qui est de plus en plus possible actuellement. Donc, ces relations entre les apprenants eux-mêmes et entre le formateur et les apprenants. Donc, c'est de plus en plus possible de reproduire les interactions qui se produiraient en classe, en présentiel, dans un univers en ligne. Cette nouvelle réalité-là multiplie maintenant donc les façons d'enseigner en formation à distance et en formation en ligne. Faisons un petit retour en arrière et allons voir d'où vient la formation à distance très brièvement. Donc, on sait qu'en 1728 serait le premier cours par correspondance qui aurait été donné par la Gazette de Boston, une entreprise. Donc, essayez de vous rappeler de cette caractéristique-là. Au départ, les cours étaient donnés par des entreprises. Et 220 ans plus tard, on va avoir les premiers cours donnés par la radio, par la télévision et par l'ordinateur. Il y aura donc eu un long laps de temps entre cette modalité par correspondance, le courrier, l'aller-retour de ce que l'enseignant envoie à ses étudiants et le retour du travail vers l'enseignant, jusqu'à ce qu'on arrive aux modalités plus modernes, donc ces moyens que la technologie nous a permises. Vous allez aussi constater que le premier cours qui s'est donné par une université, c'était en 1858 ou à peu près, donc presque 100 ans plus tard que le premier cours par correspondance. Et vous allez voir qu'actuellement, on a encore cette dualité entreprise versus université dans la diffusion des cours en ligne. Entre le premier cours par radio et les cours par ordinateur, c'est beaucoup plus rapide, donc 12 ans. Et on va voir que du côté de l'Internet jusqu'à actuellement, ces différentes formes de cours en ligne, c'est assez rapide quand même. Donc, le web devient public en 1991. En 2001, on voit l'apparition des environnements numériques d'apprentissage comme Moodle. C'est le premier MOOC qui est créé est celui de Siemens. Puis, c'est aussi
une année plus tard ou à peu près après que les REL, les ressources éducatives libres, soient implantées par le MIT. On oublie parfois que ce qui a donné un peu naissance au MOOC, c'est cet accès à des documents, à du contenu en ligne. Donc, il faut quand même remettre une paternité au MIT pour ça. Et depuis 2011, il y a une forme d'âge d'or qui se manifeste par cette diversification des cours en ligne et de leurs différentes formes. Donc, beaucoup plus rapide entre ces strates ou entre ces moments. J'aimerais un peu tester vos connaissances avant de débuter un peu plus. Donc, je vais modifier le partage d'écran. On va aller maintenant sur cet épisode. Donc, je vous invite à sortir peut-être vos appareils électroniques pour un caout. Donc, si vous avez votre cellulaire pas très loin ou même votre ordinateur, je vous invite à entrer vos coordonnées, vos noms. Vous avez maintenant le numéro pour la partie. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous êtes en mesure de vous inscrire? Oui, on voit très bien l'écran. Parfait. Donc, déjà, nous avons une participante. Je vous laisse quelques instants pour vous inscrire. Donc, nous allons débuter dans quelques secondes. Je vous laisse encore peut-être 3 secondes. Et c'est parti. Nous aurons 4 questions. Et nous débutons par la première qui est « Qu'est-ce qu'un SOOC? S-O-O-C. Est-ce un Small Open Online Course, un Special Open Online Course, un Small Organizational Online Course ou un Specific Open Online Course? » Donc, on voit que 28 personnes ont eu la bonne réponse. C'est un Small Open Online Course. Tout à l'heure, on pourra justement aller creuser ce type de cours. On voit qu'il y avait quand même une répartition des réponses qui est intéressant, donc on va en savoir davantage dans quelques instants. Prêt pour la prochaine question? Et c'est Julie qui est en tête, suivie par J.E. Donc, on ne connaît pas les identités mystères, mais on est très content pour vous deux. Poursuivons avec un vrai ou faux. Est-ce que MOOC et CLUM sont des appellations équivalentes? Vrai ou faux? Oh! Alors, c'est assez réparti. Alors, la réponse est vraie. MOOC et CLUM, ce sont des appellations équivalentes, l'une en anglais, MOOC, et l'autre en français, CLUM. Donc, encore là, on ira explorer ça tout à l'heure. Dans le fond, le MOOC, c'est Massive Open Online Course et le CLUM, c'est le cours libre et ouvert massivement. Libre d'accès, ouvert massivement. On pourra aller voir ça tout à l'heure. Catherine, bon, Catherine a pris le devant, suivie par Daniel. On a changé un peu les répartitions suivantes. Qu'est-ce qu'un X-MOOC? Alors, est-ce un MOOC pour adultes seulement? Un MOOC qui n'est pas tout à fait un MOOC avec une approche pédagogique transmissive ou un MOOC hybride?
Un MOOC hybride? Eh bien, non. C'est un MOOC qui est plus transmissif, donc on pourra également aller voir ça tout à l'heure. Et on a encore de nouvelles personnes qui sont en tête. Kat, suivie par Sévien. C'est super, les revirements se font à chaque question. Et la dernière, lequel de ces formats de cours n'existe pas? Un Dual Layer MOOC, un Cook, un CMOOC ou un CLOP? Et la bonne réponse, c'est le CLOP qui n'existe pas. On s'est d'ailleurs un peu amusé à faire des acronymes pour traduire en français le SPOC. Et on est arrivé à des CLOP, des FLOP, des FLIP. C'était assez drôle, mais toutes les autres sortes de cours existent et on va vous en parler dans quelques instants. Alors voilà qui met fin à notre Kahoot. Je vais donc repartager mon autre écran. Et on a Nitram en troisième position, Sylvain en deuxième et le grand gagnant est Gilles. Félicitations, Gilles. Donc, voilà, on va partager. Est-ce que vous êtes de retour sur le bon écran? Oui, c'est parfait, Nathalie. Tout est bon. Super. Donc, on poursuit. Ce qui est intéressant, c'est que j'avais un peu peur que tout le monde ait toutes les bonnes réponses. Et donc, ça nous confirme la pertinence cet après-midi de vous parler de ces différentes formes de cours en ligne qui actuellement sont en émergence. Et c'est vraiment un grand plaisir de vous partager tout ça. Donc, on va commencer par faire un petit peu le point sur les cours en ligne en général. Ça ne fait pas si longtemps que ça a commencé à se positionner. Je vous donne des informations, je ne vais pas les lire, mais je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait qu'il y a 20 millions d'étudiants de plus de 200 pays qui s'étaient inscrits à au moins un MOOC en 2013, lorsque Carcensi donc a fait son article, et c'est sûrement beaucoup plus élevé actuellement. Depuis 2013, où il y avait une résistance dans les universités d'Europe et d'Amérique pour la formation à distance, bien, on a vu dans les dernières années ou les années qui ont suivi rapidement que cette résistance-là tombait. Donc, actuellement, 76% des universités et des collèges canadiens offrent de la formation en ligne en 2017 et c'est en hausse constante selon les différents sondages réalisés, entre autres par l'équipe de Bates. Donc, on est vraiment dans un momentum. Il faut être conscient que ce n'est probablement pas près de reculer. Au contraire, ça va juste s'intensifier. Et la beauté de tout ça, c'est que ça peut répondre à tous les besoins de tous les milieux si on réfléchit adéquatement aux problématiques qu'on peut rencontrer dans nos domaines. Alors, ces MOOC-là et leurs dérivés permettent de rejoindre des clientèles non traditionnelles qui sont peut-être moins bien desservies par les cours en présentiel. C'est le cas, par exemple, de personnes qui ont des handicaps physiques ou des restrictions qui les empêchent de peut-être se déplacer pour se rendre dans des lieux physiques. Donc, ça peut aller les rejoindre et leur permettre de suivre des cours quand même. Ça permet aux clientèles éloignées. Donc, on sait que vous, au niveau du Fadio, vous couvrez tout le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. C'est quand même un très, très gros territoire et ça permet d'aller rejoindre même les petites localités. C'est la même chose pour le reste du Québec et même dans les autres États ou provinces canadiennes. Ça peut aussi aller rejoindre les personnes qui ne sont pas attirées par la formation initiale. Évidemment, je m'adresse un petit peu moins peut-être au primaire ou au secondaire
cette diapo-là, mais ça va vraiment rejoindre un peu plus les gens qui sont plus âgés et qui ont un diplôme universitaire. C'est souvent des formations continues, non créditées, donc on va vers autre chose. Et ce qu'il faut savoir quand on bâtit une formation, c'est que cette clientèle-là ne réagira pas comme la population étudiante traditionnelle. Et quand on conçoit un cours, si on y va avec, on prend notre contenu puis on le verse sur une plateforme, ça risque de ne pas répondre correctement. Il faut vraiment réfléchir aux caractéristiques de nos étudiants pour bien répondre à leurs besoins. Donc, notre fameux MOOC ou CLOM, donc Massive Open Online Course ou cours en ligne ouvert massivement, c'est les premiers qui sont arrivés, donc en 2008. C'est en principe gratuit. Il ne faut que se créer un profil, donc s'inscrire sur une plateforme. En principe, c'est ouvert à tous. Ce sont des cours qui vont durer plusieurs semaines, qui vont permettre à des apprenants d'aller chercher du matériel pédagogique varié, et c'est essentiellement en asynchrone, donc en différé. Ce n'est pas en temps nécessairement réel. C'est une plateforme ou une façon d'enseigner qui est surtout utilisée en enseignement supérieur. Et il y a une préoccupation par rapport au taux d'abandon qui est assez élevé. On dit 3 % de réussite des cours, mais j'aimerais quand même soulever le questionnement qui a été mis dans les revues scientifiques, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut vraiment mesurer la réussite? Est-ce qu'on veut vraiment mesurer la persévérance dans un tel type de cours quand on sait que ce sont des cours souvent qui sont pris par des gens qui veulent juste aller butiner ou aller couvrir un certain territoire pour explorer du contenu. Donc, ce n'est pas les mêmes finalités qui sont poursuivies par les apprenants. Donc, il y a tout un débat scientifique qui se fait à ce niveau-là. Oui, ce n'est pas très élevé, le 3 % de réussite des cours, mais ce n'est peut-être pas le but des MOOC. Donc, un MOOC, c'est peut-être un moyen de rendre accessible du matériel pédagogique et d'aller chercher des étudiants qui autrement n'auraient pas accès à ce contenu-là. Ce qui est un peu biaisé, c'est que oui, c'est gratuit, mais pour avoir accès à des certifications ou pour bénéficier d'interactions, parce qu'on est surtout en mode asynchrone, donc c'est souvent très seul qu'on fait le cours, bien, il faut payer. Donc, il y a des forfaits qu'on appelle particulier, là, donc on va payer un montant promotionnel pour aller chercher ces plus-values, ces éléments qui sont plus intéressants pour certains participants. Il y a 3 types de MOOC. Donc, il y a les XMOOC, qu'on appelle les CMOOC, et un tout nouveau que j'aime beaucoup, et je vais vous en reparler parce que notre SPA, c'est un peu inspiré de ça. Donc, c'est les Dual Layer MOOC. Le XMOOC, c'est vraiment celui qu'on connaît le plus, qui sont les transmissifs, donc ceux qui sont sur une plateforme, le matériel est déposé, ouvert à chaque semaine. C'est plus un enseignement de masse et essentiellement, les choses vont être automatisées. Donc, on va avoir des activités, des vidéos. Si on a une évaluation, elle va être peut-être avec une rétroaction automatisée. On va beaucoup considérer le fait que c'est une participation dite passive. Donc, les gens vont regarder, lire et peut-être moins d'interaction avec les autres participants. Et on penserait que c'est le premier qui a été créé, mais ce n'est pas le premier. Le premier, c'est vraiment le CMOOC. En 2008, le XMOOC a été développé par les grosses universités. C'est pour ça qu'il est très connu. C'est le MOOC qui a été mis de l'avant par Harvard, par exemple, ou par le MIT. Et ce qui attirait dans ces MOOC-là, c'était le fait d'avoir un diplôme d'une université prestigieuse. Donc, le XMOOC était vraiment un véhicule promotionnel pour des universités et ça permettait d'aller chercher pour vraiment pas cher ou gratuitement une attestation de participation d'une grosse université. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier MOOC a quand même coûté, en fait, le premier programme crédité sous la forme de MOOC valait quand même 7 000 $. Ce n'était pas donné, mais comparativement à un cours universitaire américain,
c'était une assez belle aubaine. Pour les CMOOC, ceux qui sont arrivés les premiers dans l'ordre, ils ont été créés par Simmons qui, lui, voulait valider un nouveau concept qui s'appelait le connectivisme, c'est-à-dire qu'on était mieux pour apprendre lorsqu'on était en interrelation avec les gens avec qui on était inscrit dans une cohorte. Et c'est un type de MOOC qui vise l'engagement des étudiants. Alors, l'étudiant ne peut pas arriver juste là de manière passive, il doit définir ses objectifs d'apprentissage, il doit participer à la production de contenu et c'est vraiment très, très important de faire cette distinction-là. Le Dual Layer, lui, il est un hybride entre les deux. Je vais vous présenter sur la diapo suivante justement un peu la vision de M. Crosslin qui a inventé ça. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est une combinaison des deux types de MOOC. Donc, vous voyez, c'est peut-être un peu complexe, mais ce qu'il faut voir, c'est que l'étudiant à gauche arrive et il a le choix dans le même cours de prendre le chemin connectiviste, la voie du haut, ou le chemin plus traditionnel, la voie du bas, le XMOOC. Mais ultimement, il va passer à travers le même contenu et il va compléter le cours à la fin. Et en tout temps, il peut partir d'un type de MOOC vers un autre type de MOOC selon son envie. Donc, c'est intéressant parce que ça fait en sorte qu'on rejoint toutes les forces du MOOC X, c'est-à-dire d'être capable de répondre à un grand nombre de personnes, tout en combinant la possibilité pour l'apprenant de participer à la production de contenu et de définir un peu plus spécifiquement ce qu'il veut aller chercher dans son cours. Alors, les avantages des MOOC tels que la littérature nous les partage, c'est qu'il y a une très grande satisfaction quand même des participants de participer à ça. Maintenant, c'est lié à un aspect très spécifique de tout ça, c'est l'accès au contenu d'un cours d'une université prestigieuse. Donc, est-ce que si je ne suis pas une université prestigieuse, la satisfaction des participants risque d'être affectée? Peut-être. Donc, ça, c'était un élément qui était vraiment très particulier. Par contre, on sait que ça donne un accès plus universel au savoir. Ça permet à différents pays, on pense à l'Afrique qui, par des MOOC internationaux comme ça, peuvent avoir accès à une information vraiment très à la fine pointe des recherches. C'est quelque chose qui leur permet d'aller chercher de l'information. C'est aussi vrai ici au Québec, à l'intérieur de notre propre territoire, donc des gens qui auraient peut-être moins accès à ces contenus-là. Aussi, nous, on a une curiosité. Par exemple, il y a un MOOC qui a été créé sur la nordicité par l'Université Laval, je crois. Bien, ça peut être très intéressant, même si on n'est pas des universitaires préoccupés par ces enjeux. On peut, par curiosité, aller chercher ces informations-là. Évidemment, ce n'est pas dénué d'intérêt pour les universités. Il y a une question de marketing par rapport à ça, donc on va augmenter sa visibilité. C'est une vitrine qui nous permet de nous montrer. Et ça a aussi, ça joue la carte philanthropique. Donc, parce que je donne accès à du matériel gratuitement, ça me donne une belle image sociale. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que les universités ou les autres milieux, parce qu'on parle beaucoup d'universités, mais aujourd'hui, je sais que je m'adresse à des gens de différents niveaux ou différents ordres d'enseignement. Donc, ça pourrait être le cas d'une commission scolaire ou d'un établissement d'enseignement collégial. Ça permet également d'aller recruter des étudiants vers des cursus qui, eux, sont crédités. Donc, juste de mettre en place un pas vers le crédité ou encore, surtout dans le cas des universités prestigieuses, de recruter les meilleurs dossiers pour aller les chercher et les admettre dans nos programmes payants. C'est également pour les professeurs ou les enseignants une excellente façon d'aller tester des nouvelles méthodes d'enseignement et d'apprentissage en ligne parce qu'il n'y a pas de crédit en jeu, il n'y a pas d'unité en jeu. Donc, ça peut être très aidant, on peut se laisser peut-être un peu plus aller. Ça nous permet de vérifier l'intérêt pour des cours. Ça permet également, du point de vue de l'apprenant, de développer des compétences. Donc, nos apprenants peuvent développer en milieu sécuritaire, donc sans avoir une évaluation qui a un impact sur leur bulletin, l'autonomie ou la compétence numérique,
et donc, par la suite, leur permettre de suivre des cours en ligne en toute sécurité et en toute confiance. Donc, on peut servir de ces cours-là pour les préparer à amorcer des cours crédités dans un univers un peu plus exigeant. Comme je termine avec les MOOC et les CLOM, après cette diapo-là, je prendrai peut-être les questions sur l'historique et les MOOC avant de poursuivre avec les autres dérivés. Donc, je ne sais pas, Karine, tu pourras peut-être faire un bilan des questions, puis je vais juste terminer cette diapo-là avant. Donc, le défi des MOOC et des CLOM, ça reste le taux de réussite, mais est-ce un bon indicateur? Parce que si tu vises plutôt d'aller chercher des étudiants, de les préparer à des cours crédités en ligne, c'est peut-être pas ça l'indicateur qu'on devrait regarder. Ça devrait être plutôt le confort avec la compétence numérique. Donc, ça dépend ce qu'on cherche. La plus épineuse des questions demeure celle liée aux propriétés intellectuelles. Donc, les Creative Commons, ça appartient à qui ces cours qui sont produits en ligne? Et évidemment, l'encadrement de l'autonomie de nos apprenants. Il faut prévoir des pas à pas, des guides, des aides-mémoires, des capsules, parce que ça peut être assez déroutant pour ceux qui sont en formation. Donc, Karine, je te laisserai peut-être me partager quelques questions. Oui, bien, en fait, on a une question en ce moment, c'est considérez-vous Udemy comme étant des MOOC payants, mais abordables? Des quoi? Des Udemy. U-D-E-M-Y. Je ne connais pas. Peut-être que... Non. Udemy. Est-ce que la personne pourrait juste ajouter quelques détails de plus? On me dit que c'est français. Mais dans le fond, si on ne connaît pas, on ne peut pas nécessairement répondre à cette question-là. On peut prendre d'autres questions. En fait, ce que je dirais, c'est que le fait que le cours soit payant, ça l'amènerait peut-être plus dans une autre catégorie de cours que je vais présenter tout à l'heure. Parce que le cours, en fait, le MOOC, il est gratuit dans son ensemble. Donc, un cours qui est gratuit, c'est un MOOC. On paie habituellement pour un aspect très spécifique, soit la certification, donc justement ce certificat de Harvard qu'on voudrait tant avoir, ou l'interaction avec des personnes qui sont membres de l'université. Mais le cours en soi, il demeure gratuit. Par contre, tout à l'heure, je vais présenter des cours qui sont payants. OK, parfait. On a une autre intervention ici. Avec les MOOC, il s'agit d'une situation didactique. C'est Hassane qui nous pose cette question-là. Une question didactique. Ben, en fait, c'est sûr que chaque fois qu'on conçoit un cours, il y a on a un objectif, on a une finalité. Évidemment, ça ne sera pas la même que dans un cours qui s'inscrit dans un continuum. Tu sais, dans le fond, si je m'adresse à des étudiants du secondaire qui s'en vont vers leur DES, si je m'en vais au collégial vers des étudiants qui sont dans une technique ou dans un préuniversitaire, bien, il y a des continuums. Donc, le cours s'inscrit dans un programme. Le programme vise à une certification. Dans un cas comme les MOOC, on est beaucoup plus dans une approche d'initiation à une thématique. Donc, c'est un partage de contenu. Et je pense qu'un des enjeux des MOOC, des CLOM et de tous ces dérivés-là, comme on est en formation non créditée et qu'on s'adresse à un public très large, c'est la vulgarisation scientifique et la qualité de ce qu'on va mettre dans notre cours. Donc, qu'est-ce qu'on met dans ce cours-là? Il faut que ce soit de la qualité, mais aussi, il faut que ce soit compréhensible par les gens qui vont le suivre. Donc, l'aspect didactique doit être considéré peut-être à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça répond aux questions. En fait, on précise qu'on voulait dire adidactique. Je ne sais pas s'il y a une précision. Bien, effectivement, vous allez voir que dans ma dernière section, on a des questions sur la conception pour enseigner à des grands groupes. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. On pourra justement creuser ce côté adidactique-là. C'est bon. On aurait aussi une autre question. La meilleure plateforme gratuite, est-ce que vous avez des plateformes gratuites finalement à proposer pour héberger des MOOC et leurs dérivés si on vous laisse lancer dans les MOOC? Ça va être également dans la dernière section de la présentation, mais je peux déjà dire que c'est important de regarder peut-être ce que vous avez comme ressources dans votre milieu. Donc, je vous dirais que nous, quand on a fait notre SPOC, on a hésité entre Edulib, qui est plus pour les MOOC, qui a un coût pareil quand même, et notre plateforme institutionnelle qui est Moodle. Et on a choisi Moodle parce qu'on a le service
le service technique déjà ici et c'était gratuit pour nous. On n'avait pas à payer en plus. Donc, effectivement, c'est des questions très, très pratico-pratiques qu'il faut avoir en tête avant de prendre une décision de cet ordre-là. Okay. Donc, je vais poursuivre. Alors, les COOC, c'est un équivalent des MOOC, mais pour les entreprises. Donc, c'est un Corporate Open Online Course. Et c'est de plus en plus populaire, surtout en Europe, en France. C'est pour justement aller chercher des enjeux de communication, de fidélisation. On accompagne aussi la transformation d'une entreprise et ça démontre aussi l'esprit d'innovation. Il y en a deux types. Un qui est plus destiné à l'interne, donc les clients, les employés, les fournisseurs, mais il y en a aussi qui se développent à l'externe, donc on vise à aller justement cette fibre philanthropique, donc aller donner à l'extérieur accès à notre savoir, à ce que l'on développe à l'intérieur de l'entreprise. Donc, c'est un autre format de cours en ligne. Les SOOC, qui sont également un dérivé des MOOC, ce sont des Small Open Online Courses. Vous voyez qu'ils ne sont pas nécessairement francisés parce que même en Europe, on utilise ces mots-là. Et c'est toujours différent de... Il faut vraiment qu'ils soient très utilisés pour commencer à les mettre en francisation. Le CLOM a été très utilisé avant de devenir la version française, mais c'est encore pas toujours le cas. Donc, le Small Open Online Course, c'est comme un MOOC, mais où on a des cohortes plus petites. Donc, on peut partir un cours, puis on se dit, bien, au bout de 30, on ferme le groupe. Et à ce moment-là, ben, il n'y a pas d'admission, il n'y a pas de coût, parce que les Open, c'est vraiment que c'est gratuit. Par contre, on ferme le cours plus rapidement, justement pour éviter ces effets démesurés de 2, 3, 4, 5 000 personnes sur la même plateforme en même temps et cette anonymisation du cours. Donc, ça, c'est vraiment les trois ouverts massivement ou en tout cas qui vont chercher plusieurs personnes. Dans notre cas, à nous, on a choisi de faire un SPOC, un Small Private Online Course. On l'a francisé en disant un cours privé en ligne. C'est pas si joli, c'est pas un bel acronyme, mais c'est finalement pas très loin d'un cours qu'on donnerait en formation en ligne, si ce n'est qu'il est, dans notre cas, non crédité. Alors que nos cours en ligne sont habituellement crédités. Ils s'inscrivent dans un programme, ils ont une conception un peu plus structurée. Notre cours privé en ligne est non crédité, vise une clientèle qui est en exploration ou en initiation à un contenu. Donc, on a cette sensibilité de vulgariser ce qu'on va mettre sur la plateforme et c'est important. Donc, c'est une déclinaison des MOOC à plus petite échelle. Ici, ça va être payant parce qu'on dit privé, ça implique que les gens vont devoir contribuer pour en faire partie. Et le nombre de participants étant restreint, ça peut se faire sous la base de sélection de potentiel. Donc, les premiers SPOC, par exemple de Harvard ou d'autres universités, bien, on sélectionnait les 100 meilleurs dossiers. C'était tout le temps des questions de meilleures notes, meilleurs dossiers ou dossiers humanitaires, où il y avait vraiment des critères de sélection. Dans le cas qui nous préoccupe, nous, celui qu'on a élaboré, c'est un SPOC qui est dédié aux enseignants et aux conseillers pédagogiques des établissements d'enseignement collégial du Québec, qu'ils soient anglophones ou francophones. Donc, notre critère, c'est le fait qu'ils enseignent au collégial. Et dans notre cas, il va être gratuit pour la première année parce qu'il fait partie d'un projet de recherche. Donc, c'est l'avantage qu'on va pouvoir tester le style de SPOC qu'on a développé, mais auprès d'un groupe de personnes un peu plus élevé. Ce que ça a comme impact, c'est que nos apprenants ont des profils beaucoup plus homogènes, alors que dans un MOOC, on peut avoir des gens qui suivent le cours par curiosité, par intérêt, d'autres qui veulent vraiment aller chercher des connaissances plus spécifiques sur le domaine. On peut avoir des spécialistes, des gens qui sont des débutants. Dans un cas où on a un SPOC, bien, on peut mieux doser la qualification minimale pour faire en sorte que les gens vont réussir davantage les cours qu'on leur propose.
D'ailleurs, les taux de réussite sont plus élevés dans les SPOC que dans les MOOC, mais encore une fois, il faut faire attention. Le critère de réussite est-il le bon indicateur dans des cours de cet ordre-là? Voilà. Et ça répond à la plupart des irritants des MOOC tout en utilisant les avantages qui leur sont caractéristiques. Je vous parle brièvement des autres types de cours qui sont de plus en plus en développement. Donc, les apprentissages par les médias sociaux, que ce soit les sites de réseautage privés ou professionnels, les sites de partage de contenu, les sites de création collaborative, et il y en a tellement, c'est en pleine expansion. Ça permet justement de rendre nos cours en ligne plus dynamiques, plus flexibles, plus... Dans le fond, je peux avoir le même cours en ligne que j'aurais donné habituellement, mais par cet ajout, je vais chercher des collaborations, des interactions et je les introduis dans ma séquence d'enseignement. Donc, c'est une autre façon de nourrir nos apprentissages. Vous comprenez que c'est complètement différent de ce que je vous ai présenté, donc des MOOC, des SOOC, des SPOC, des COOC, parce que là, on parle plus d'un ajout à la formation en ligne plutôt qu'un type de cours en soi. C'est la même chose pour l'apprentissage mobile qui est en grande croissance actuellement, c'est-à-dire que je peux en tout temps suivre un cours sur soit mon cellulaire, sur ma tablette ou mon ordinateur. C'est très complexe parce que je dois réfléchir mon cours pour qu'il soit lisible sur un cellulaire autant que sur un ordinateur. Donc, c'est vraiment, au niveau de la conception, ça amène de grands défis. On ne peut pas penser notre cours sans penser à la technologie. Donc, si je suis en train de concevoir un cours et que je sais que ce sera un cours en apprentissage mobile, il faut que dès le départ, je le conçoive avec cette préoccupation-là. On ne peut pas juste ajouter. Alors que les médias sociaux, on peut les introduire dans notre cours. Cette façon de concevoir-là, c'est l'écran qui va s'ajuster. Ceux qui ont déjà géré la conception de sites web, bien, si je veux l'avoir en mobile, les grosseurs d'écran, les configurations de dimensions ne sont pas les mêmes. La navigation n'est pas la même. Il faut vraiment garder ça en tête également. Ensuite de ça, bien, on a toute la transformation digitale qui est en train d'émerger. Donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle au service de l'apprentissage, ce qu'on appelle les Learning Analytics. Donc, par exemple, je suis dans Moodle et je peux suivre la fréquentation des différentes activités de mon cours par mes étudiants et tirer aussi des leçons, voir qu'est-ce qui est le plus utilisé, combien de temps ils passent sur chacune des activités. Et même quand on va plus loin, c'est-à-dire que j'ai vraiment une équipe qui s'occupe de la programmation et qui développe des systèmes intelligents, bien, je peux faire en sorte que l'apprenant reçoive un parcours individualisé parce que l'intelligence artificielle lui donne ce dont il a besoin au moment où il a besoin. Donc, évidemment, c'est en émergence. On voit que 9% actuellement, ce n'est pas les cours les plus utilisés ou les formes numériques les plus introduites, mais ça fait partie de ce qui s'en vient. Donc, même maintenant, Moodle et d'autres plateformes de cours, d'autres environnements numériques nous permettent d'utiliser la fréquentation, les éléments statistiques pour comprendre le comportement de nos apprenants. L'autre chose qui est en hausse, c'est la notion de vivre une expérience dans le cours. Donc, toute la ludification, les jeux sérieux, ça, c'est aussi de plus en plus présent. Ça permet de développer la curiosité, la prise de risque et la capacité à apprendre de ses erreurs. Donc, des domaines qui sont plus techniques ou des domaines qui sont plus en lien avec la sécurité du public, bien, bénéficieraient de vivre des situations dans cet ordre-là parce qu'on peut amener l'apprenant à vivre des expériences assez proches de la réalité sans mettre en danger les personnes, la vraie population. C'est également le cas de la réalité virtuelle et augmentée qu'on peut introduire à nos cours en ligne. On n'est pas obligé d'être nécessairement en présentiel pour le faire vivre. Donc, ce sont de nouvelles tendances. C'est également le cas de l'apprentissage adaptatif. C'est un peu ce que je vous parlais. Donc, au-delà du Learning Analytics qui nous donne des statistiques sur les
les comportements de nos apprenants. Le adaptive learning, c'est vraiment que l'ordinateur s'adapte à l'apprenant et lui fournit des réponses selon ses choix, selon ses décisions. Et un autre élément qui est en hausse, c'est les simulations qu'on pourrait faire vivre via nos cours en ligne. Donc ça, c'est les nouvelles tendances qui émergent de plus en plus. Je ne sais pas s'il y avait des questions sur cette autre partie des dérivés des cours en ligne ou si on poursuit avec la conception du SPOC. En fait, on a une question justement par rapport à la conception du SPOC. Ça peut peut-être être après, mais je peux y aller tout de suite. C'est quelqu'un qui nous dit comment puis-je avoir accès au SPOC? C'est une bonne question. En fait, pour le moment, ça va être ouvert seulement au personnel personnel pédagogique des collèges québécois. Donc, si c'est quelqu'un qui est dans un établissement collégial, il pourra y avoir accès gratuitement pour l'année 2020. Il pourra se tourner vers son représentant local, son répondant local performant dans son collège. Merci, Nathalie. De rien. Donc, c'est le SPOC en question. Donc, on partage aujourd'hui un peu la conception. Il est complété, donc il est lancé le 15 mars. On est vraiment rendu là. C'est un projet qui s'inscrit dans un projet de recherche du professeur Sasson Lacal qui visait à développer différents moyens, différents outils, donc des formations qui soient créditées et non créditées, sur la formation hybride en enseignement au collégial. Donc, la formation créditée a été développée, elle a été donnée à l'été 2019. C'est un cours de deuxième cycle au DESS. Et dans les modalités non créditées, bien, il y a eu un webinaire, des journées pédagogiques. Et le SPOC, c'était un autre des éléments de la formation non créditée. Donc, nous, ce qu'on veut valider, c'est quelle modalité répond le mieux aux besoins du personnel enseignant et de quelle façon on peut aller les rejoindre en formation non créditée. Parce que c'est important qu'on poursuive la formation continue et on voulait vraiment aller chercher le plus d'enseignants possible. Le réseau performant, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un partenariat qui existe entre la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke et 62 collèges membres à travers le Québec, dont 9 collèges anglophones québécois. Small Private Online Course, pourquoi? Parce qu'on visait au départ 100 personnes, mais ce qu'on a décidé, c'est qu'on va le garder small. Il y aura par contre 3 vagues cette année. Donc, on va avoir 3 vagues gratuites, une le 15 mars, une à l'été, puis une à l'automne. Donc, les personnes vont pouvoir s'inscrire dans le cours et suivre la formation. Ça s'adresse donc, comme je le mentionnais, au personnel des collèges québécois, francophones et anglophones, parce qu'on va lancer un SPOC en anglais et en français. Et c'est donc quelque chose de très difficile pour l'équipe parce que nous, on a dû concevoir 2 SPOC. Il a fallu traduire l'ensemble du matériel pour qu'il soit accessible dans les 2 langues. C'est un cours qui est entièrement en ligne, essentiellement en mode asynchrone. Il n'y aura qu'une séance qui sera en synchrone, un webinaire en plein milieu. Par contre, il y aura des forums qui seront animés. Et la flexibilité des entrées, elle se fait à tout moment, donc les gens pourront entrer pendant la session à tout moment. Et il n'y a pas de sections qui sont fermées. Nous, on a analysé que souvent, je veux le compléter dans une semaine, mon cours, ou je veux pas l'avoir sur 4 ou 6 semaines à raison de 4 heures par semaine. Donc, on respecte ça. Et donc, les personnes qui veulent faire le cours, c'est des modules qui se débloquent automatiquement dès qu'on a complété une section. Et la personne va rythmer elle-même la poursuite du cours. Et elle a 2 choix, je vais les décrire tout à l'heure, ce qui fait qu'elle peut avoir un cours qu'on appelle survol, à peu près une dizaine d'heures de cours, ou un parcours approfondi, qui lui peut être autant d'heures qu'elle le voudra, parce qu'on peut aller de 20 à 40 heures selon l'investissement qu'on va mettre à l'intérieur du cours. Donc, c'est vraiment la personne qui décide la nature de l'engagement qu'elle va mettre dans le cours. Et la formation non créditée, elle vise également à poursuivre, si la personne le désire, vers un cours crédité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la formation non créditée, elle nous donne la possibilité d'explorer. Mais si moi, je veux enseigner en formation hybride,
j'ai beau avoir tout le matériel, toutes les connaissances, et ben, ça ne veut pas dire que je suis capable d'enseigner. Donc, le cours crédité nous permet d'avoir des interactions, une évaluation, un accompagnement, une cohorte et un regard de soutien entre les apprenants et le formateur, ce que la formation non créditée n'a pas. Moi, je considère que le SPOC qu'on développe, c'est comme un module zéro, une introduction à un cours crédité. Alors, je pourrais très bien me contenter d'un module zéro puis dire, bien, pour moi, ça nourrit mon besoin d'information, de connaissances. Mais si je veux développer une compétence, bien, je devrais peut-être m'inscrire dans une formation créditée. Donc, c'est l'esprit dans lequel on a développé le cours. Et ça peut répondre un peu à la notion d'adidactique versus didactique. Bien, si on le développe, nous, on fait vraiment un développement qui s'arrime à notre crédité. Donc, on est toujours dans une perspective de, c'est une introduction à un cours crédité. Même si la personne ne va pas au crédité, l'alignement, il est orienté vers le cours crédité. Donc, mon alignement pédagogique, mes objectifs, ma finalité, ils sont alignés vraiment pour que ça soit le plus efficace possible. La conception pédagogique, on a suivi la démarche ADI. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec ça, ça veut dire qu'on a fait une analyse des caractéristiques de nos apprenants. On a fait un design donc très réfléchi de notre cours. On l'a développé sur la plateforme Moodle. On va être en phase d'implantation à partir du 15 mars pour 3 vagues. Et comme on est dans une recherche, bien, on va faire une évaluation à chacune des sessions pour documenter le tout. L'objectif, c'est que les SPOC, par la suite, aient une assise solide au niveau scientifique, qu'on sache ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et qu'on puisse ainsi multiplier les cours, mais en sachant ce qu'on fait. La caractéristique de nos participants, bien, ce sont des adultes en emploi, avec ou sans famille, en formation continue ou non. Certains ont arrêté leurs études depuis un certain temps, d'autres ont poursuivi en formation continue. C'est du personnel pédagogique, anglophone et francophone, avec des niveaux d'expérience et de compétences variés, entre autres au niveau du numérique. Donc, il y a des gens qui ne sont pas très à l'aise devant un ordinateur, qui vont suivre le cours, et des gens qui sont rendus à donner des cours en formation hybride multisite, donc, ou synchrone, ça dépend des appellations. Donc, il y en a qui sont très à l'aise avec la technologie parce qu'ils viennent chercher dans le cours des connaissances raffinées sur la formation hybride, mais il y en a qui vont vouloir juste s'approprier ce que c'est que la formation hybride et réfléchir sur est-ce que je veux aller dans cette direction-là. Donc, on est conscient de ça et on veut donner à tout le monde une chance de suivre le cours. La particularité de notre SPOC, c'est qu'on s'est inspiré du Dual Layer MOOC, donc cette espèce de voie à 2 parcours. Nous, ce n'est pas nécessairement le CMOOC et le XMOOC, c'est plutôt de dire que la personne qui arrive va définir ses objectifs d'apprentissage, donc la notion d'engagement, elle est importante. Et après ça, je vais choisir, est-ce que je veux aller du côté plus rapide, donc je veux voir le contenu et c'est tout, ou je souhaite aussi faire de la réflexion, un journal de bord, des activités, aller vers des ressources. Donc, il y a beaucoup plus d'informations dans la version profondeur. Et un peu comme le dual layer, en tout moment, le participant peut aller d'un parcours à l'autre. Il n'est pas pris dans un seul choix. Il n'est pas obligé de faire le survol au complet. Il pourrait décider qu'à un moment donné, c'est trop intéressant. C'est vraiment, vraiment intéressant. J'ai envie d'en savoir vraiment plus et je m'en vais vers le parcours profondeur. Donc, cette caractéristique-là, elle était importante pour nous et on trouvait que ce type de MOOC-là avait une richesse qu'on a exploitée. L'autre caractéristique qui est assez importante pour nous, c'est pardon. Donc, l'autre chose qui était importante pour nous, c'était d'utiliser la conception universelle de l'apprentissage, la CUA, en formation continue. Il y a très peu de recherches actuellement qui portent sur les adultes en formation continue avec cette idée de variété de moyens de représentation, d'expression et d'engagement. Et pour nous, un apprenant qui fait un retour aux études ou un apprenant qui s'en va dans un domaine avec lequel il n'est pas familier ou dans une modalité qui ne lui est pas familière, se retrouve comme un apprenant qui pourrait éprouver des difficultés. Donc, nous, on a conçu le SPOC de façon à ce qu'il y ait cette réflexion-là constante sur la CUA.
D'ailleurs, on a un article qui vient d'être accepté, qui va être publié au niveau canadien par rapport à cette démarche de conception-là en 9 étapes. Donc, si jamais éventuellement vous voulez en avoir un peu plus d'informations sur la démarche de conception, on pourra vous la partager sans problème. Avec un souci aussi d'avoir l'apprentissage des adultes au cœur de notre réflexion. Et évidemment, comme c'est une formation hybride, sur la formation hybride, parce qu'il va y avoir des modalités synchrones et asynchrones, donc c'est une formation hybride en ligne, ben, on avait cette préoccupation de prendre les meilleures pratiques et de les mettre dans notre SPOC. Et un autre élément particulier de notre SPOC, c'est que les participants du SPOC sont à la fois des formateurs en formation hybride potentielle, donc éventuellement, ils seront eux-mêmes appelés à enseigner en ligne, mais en plus, ce sont des apprenants. Donc, il y a toujours cette dualité de « je suis un apprenant qui apprend sur la formation hybride », mais éventuellement, je serai un formateur. Donc, toute la modélisation, elle était aussi au cœur de la conception du SPOC. Donc, voilà un peu le plan de la formation. On voit que du côté gauche, j'ai un parcours survol qui se concentre sur le contenu. Le côté droit, c'est le parcours profondeur, donc avec toutes les activités formatives qui vont s'ajouter. À mi-parcours, on a un webinaire qui va permettre de faire le point sur le volet 1. Le volet 1 nous présente l'éventail des possibilités. Donc, qu'est-ce que la formation à distance, le continuum de la formation à distance, les caractéristiques de la formation hybride, les avantages et les dimensions critiques de la formation hybride, ainsi que la typologie. Donc, après avoir fait le volet 1, un enseignant ou une personne qui veut concevoir un cours en formation hybride devrait être capable de répondre à ces questions, de dire, OK, je le fais de quelle façon, puis je veux avoir quel angle d'attaque. On prend un temps d'arrêt, puis par la suite, dans le volet 2, on présente les bonnes pratiques que la littérature scientifique nous permet de documenter. Et là, on va donner à la personne des informations sur la communauté d'enquête de Garrison, donc les présences à distance, présence sociale, présence cognitive, présence enseignante. Et on va aussi leur présenter les bonnes pratiques avant de débuter le cours, au début du cours, durant le cours, afin de leur donner la possibilité de monter un cours en ligne. Voilà. Donc, c'était le squelette du cours qu'on a monté. On a rencontré des défis, évidemment, parce que c'était la première fois qu'on faisait un tel type de cours. Et comme je vous l'expliquais précédemment, on a choisi Moodle parce que pour nous, c'était plus facile. Est-ce que c'était la meilleure plateforme? Peut-être pas, mais la question que vous devez vous poser si vous souhaitez aller dans cette direction-là, c'est qu'est-ce qui va être le plus aidant pour notre équipe? Est-ce que je suis plus à l'aise avec un environnement qu'un autre? Est-ce que j'ai des ressources, du soutien à l'intérieur de mon institution? Est-ce que mon serveur va supporter? Donc, ce sont des questions qui vont faire en sorte que peut-être ce ne sera pas le meilleur outil, mais ce sera probablement le meilleur pour le contexte dans lequel on souhaite monter le cours. Comme je vous le mentionnais, on a 2 fois plus de travail parce qu'on a un SPOC en 2 langues, donc c'est quand même quelque chose à considérer dans les échéanciers. Et on était à temps partiel. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui disent hey, « c'est énorme, ça prend des équipes de conception ». Oui, mais personne dans l'équipe était à temps plein. Donc, on avait un stagiaire qui était plus en conception multimédia, qui nous a aidés plus aux éléments de programmation. On avait des gens qui étaient plus au niveau du contenu, au niveau de la rédaction, mais personne n'était à temps plein. Donc, quand on considère le nombre d'heures totales, ben, ce n'était pas tant que ça parce que c'était vraiment plus des personnes, de par leur expertise, qui contribuaient à un même projet. Une autre difficulté, c'est qu'on était tous éparpillés, donc on était à distance, nos réunions étaient virtuelles et nous avions un souci d'innover. Donc, on s'est mis ça vraiment assez compliqué. Toute la question des dual layers, c'était pas simple. Réfléchir comment on allait le matérialiser dans une plateforme comme Moodle, c'était pas simple non plus, mais on voulait vraiment faire un gabarit ou un contenant qui allait être reproductible et après ça, que ça allait être beaucoup plus facile de produire des cours en ligne. On avait peu d'expérience dans des formations non créditées. Puis, ça emmène des enjeux épistémologiques parce que certaines personnes sont tellement habituées de donner de la formation créditée
qu'elles ont de la difficulté à sortir de ça et de tomber en mode vulgarisation ou accessibilité à plus de gens ou évaluation, interaction. Donc, c'était des enjeux qu'on avait à faire face. Le côté connectiviste versus transmissif, quelle est la proportion qu'on voulait avoir? Donc, on ne peut pas éviter le transmissif. Il y a une partie de contenu qui est livrée par la lecture. Les gens peuvent lire des documents ou on a des audios, balado-diffusion. Mais il reste que c'est quand même transmissif. Les gens reçoivent un contenu. Et on voulait quand même qu'il y ait une partie connectiviste. Donc, quel est ton objectif d'apprentissage? Comment tu peux bénéficier des interactions avec les autres? C'était au cœur. Puis évidemment, on est en pédagogie de l'enseignement supérieur avec des adultes en formation continue qui ont souvent une formation disciplinaire, mais qui n'est pas nécessairement en éducation. Donc ça, c'était des caractéristiques qu'on avait à considérer. Et vous, si vous souhaitez faire un cours en ligne de type MOOC, SPOC, Cook, SOOC, peu importe, qu'est-ce que vous devriez considérer? Il me reste 13 minutes pour en faire le tour. Je ne sais pas s'il y avait des questions sur le SPOC avant que je procède à la dernière partie. Bien, on avait une question, là. Est-ce que les forums animés dans le SPOC, est-ce qu'ils sont équivalents avec ce qu'on appelle des communautés apprenantes avec des Learning Community Managers? C'est un peu l'équivalent parce que dans le fond, ça va être un lieu d'échange pour les gens. Ça va être animé par quelqu'un. Donc, on engage quelqu'un pour animer pour les 3 sessions. C'est la partie humaine avec un spécialiste de contenu. Donc, pour nous, c'était important qu'il y ait quand même la possibilité pour le participant d'avoir des rétroactions, de pouvoir discuter, échanger. Donc, c'est un peu la même chose que les communautés de partage là, en ligne, effectivement. C'est bon. Merci. On avait aussi Assem qui nous demandait, est-ce que vous pouvez faire une classification des modèles pédagogiques, connectivisme, socio-constructivisme, la question a monté parce que quelqu'un d'autre écrit, constructiviste en fonction des modèles de formation proposés? Ça serait une belle prochaine conférence, je pense, parce que ça serait quand même assez complexe. Par contre, je pourrais peut-être réfléchir à ça puis envoyer une réponse si la personne laisse son courriel par la suite, parce que je pense que ça prend plus qu'1 minute pour faire ça, je crois. Tout à fait. Merci. Il y a quelqu'un qui nous donne le commentaire, pas évident d'avoir la motivation dans ce genre de cours. Oui, mais oui, effectivement. La question, c'est la personne qui choisit de faire un cours en ligne de cette nature-là. Habituellement, c'est parce que le sujet l'intéresse, parce qu'elle a un enjeu qui s'y rattache. Et donc, elle a une intention. Et ça aussi, c'est un questionnement qu'il faut garder en tête. La personne qui a, par exemple, moi, je veux vraiment que les gens se posent la question, qu'est-ce que je viens chercher dans le cours? Ils vont l'écrire dans leur journal de bord et nous leur ramenons régulièrement quel est ton objectif d'apprentissage. Pourquoi? Parce que pour moi, la personne qui va faire rapidement certaines sections du cours, elle n'est pas moins bonne ou moins intéressée par le cours. Elle sait ce qu'elle vient chercher. Elle connaît déjà, par exemple, le vocabulaire de la formation hybride. Elle ne veut peut-être pas passer autant de temps qu'une personne qui a de la difficulté à distinguer synchrone asynchrone ou formation hybride en ligne, la fameuse typologie, etc. Donc, la personne veut aller tout de suite aux bonnes pratiques, elle va passer plus rapidement. Pour moi, ce n'est pas du tout une problématique. La personne doit savoir ce qu'elle va chercher. Donc, la motivation dépend de l'identification de ce que je viens chercher et de la mise en place de moyens pour répondre à ce besoin d'apprentissage-là. Et non pas de faire un cours pour faire un cours. C'est vraiment très, très important. C'est ce qu'on a mis au cœur de notre cours également. Tout à fait. Moi, je vais dans le même sens que ton point de vue. Puis, on a M. Loisel qui nous dit pour le recrutement, c'est génial comme micro-modèle. Fait que je pense qu'en étant justement plus précis sur le besoin, je pense qu'on vient motiver les gens, justement. Tout à fait. Exactement. Et c'est dans les modèles de l'autorégulation de l'apprentissage, c'est le cœur. Si la personne n'est pas là avec un objectif clair d'apprentissage, bien, elle est en errance. Et quelqu'un qui est en errance ne peut pas être motivé. C'est très difficile de voir une valeur dans le contenu qui lui est présenté. C'est très difficile pour elle de sentir qu'elle a le pouvoir d'apprendre quelque chose. Donc, il faut ramener cette personne-là vers ses enjeux, vers ses objectifs personnels.
Peut-être une petite dernière intervention avant de te laisser poursuivre, Nathalie. Un peu dans ce sens-là, on dit, tu sais, le SPOC est fait avec Moodle. Par contre, j'imagine que dans Moodle, il y a plusieurs activités interactives comme des quiz, tu sais, vous variez sûrement les activités, ce qui rend interactif le SPOC plutôt. Oui, absolument. Donc, il y a énormément de matériel, mais comme je vous dis, le survol est beaucoup plus exécutif. Donc, on est beaucoup plus dans le transmissif dans celui-là parce que la personne qui souhaite seulement avoir l'information et avancer, ben, elle peut le faire. Dans la partie qui est beaucoup plus profondeur, ben, il y a beaucoup plus d'interaction, beaucoup plus d'interactivité, beaucoup plus d'activités variées. C'est important. On a aussi utilisé un logiciel qui s'appelle Articulate qui permet de faire des animations un peu plus intéressantes. Par exemple, j'ai une ligne du temps interactive où les gens cliquent sur les dates et ça fait émerger les dates avec les événements. Donc, on est allé chercher des éléments différents, on a fait des expériences. Il y a possibilité de faire beaucoup de choses. La question importante, c'est combien de temps j'ai, quelles ressources j'ai et comment à long terme je peux être supportée par mon établissement d'enseignement. Parce que c'est beau créer un cours, mais si au bout d'un an, il tombe caduque parce que la structure n'est pas supportée, bien, on a comme mis de l'énergie pour rien. On sait qu'il y a des cycles à peu près de 3 ans. Donc, un MOOC peut être populaire, va générer de l'intérêt pour à peu près 3 ans. C'est souvent ce qu'ils vont faire. Donc, il va y avoir des MOOC qui vont partir avec un soutien humain. Puis, à un moment donné, il va tomber plus en mode ressources éducatives libres. Il y aura moins cette partie interactive-là. Et certains vont même être remisés parce que moins d'intérêt de la part du public. Mais on a à réfléchir à ce cycle de 3 ans-là dans l'entretien d'un cours qu'on met en ligne. Avant, on avait beaucoup de MOOC qui étaient l'apanage de Audacity, Coursera et edX. C'était les grosses maisons qui produisaient. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des entreprises en éducation, ce ne sont pas des universités. Les universités faisaient affaire avec ces entreprises-là et c'était tellement payant qu'elles ont été citées par le magazine Forbes. Il y avait de l'argent à faire là. Et les universités cédaient beaucoup, là, dans le fond, payaient ces plateformes-là. Quand les participants payaient, ça restait beaucoup aux entreprises. Maintenant, dans la nouvelle façon que je vous ai présentée, si on parle de SPOC, l'apprentissage mobile, ben, ça redonne le pouvoir à certains acteurs de l'éducation proprement dit, les commissions scolaires, les établissements d'enseignement collégial, les universités, parce que tout à coup, je peux récupérer dans mon entreprise, à moi, mon université, mon école, le pouvoir économique. Donc, il y a des acteurs de la formation en ligne qui commencent à émerger. Il y a des acteurs universitaires qui ont développé leur propre plateforme. Le MIT a créé sa plateforme parce qu'il ne voulait plus faire affaire avec les gros joueurs. EduLib a été développé par les HEC de Montréal. Il y a FutureLearn qui a été développé par la Open University britannique. Donc, il y a de plus en plus de cours qui utilisent justement les environnements numériques d'apprentissage parce qu'ils sont plus connus. Hein, on les utilise dans notre formation en ligne régulière. Donc, ce n'est pas anormal d'aller vers ça. Au contraire, c'est peut-être plus intelligent. Donc, on peut réfléchir avec des options. J'ai même entendu certains qui faisaient des cours avec SharePoint, donc qui est dans la suite Office, si je ne me trompe pas. Donc, c'est important de peut-être voir toutes les possibilités qui sont devant nous avant d'aller vers quelque chose qui est trop lourd à gérer, qui nous demande d'investir en ressources humaines. Les avantages de ce type de formation-là, bien, flexibilité, bien sûr, ça permet d'aller, de nous comme institution, de développer, de suivre le rythme, l'accélération qui se fait actuellement au niveau de la formation en ligne. Donc, ça nous permet de rester dans le coup. Pour certains, ça crée un sentiment d'appartenance autour du milieu. Par exemple, Fadio est très bien connu. Pourquoi? Parce que vous avez développé une culture, un sentiment d'appartenance autour de votre regroupement. C'est la même chose pour les REPTIC au niveau collégial. Donc, les cours peuvent permettre de faire cette cohésion-là. Si on fait un MOOC ou un SPOC qui est plus ciblé, on peut créer des alliances à l'intérieur des organisations. Comment on enseigne à autant d'apprenants? Donc, tout à l'heure, il y avait une question un petit peu à ce niveau-là. Bien, je n'ai pas la réponse pour vous dire. Nous, on n'a pas choisi d'aller vers un MOOC parce qu'on voulait justement
être capable de gérer cet aspect humain-là. Mais la question la plus importante, c'est qu'est-ce que l'enseignement? Qu'est-ce qu'on veut enseigner? Qu'est-ce qu'on veut que les étudiants apprennent? Dans quel contexte? Et justement, quelle est notre perspective? Est-ce qu'on est plus socio-constructiviste? Est-ce qu'on est plus cognitiviste? Si on a une réponse à cette question-là, notre définition de cours va suivre. L'alignement pédagogique va suivre. Donc, je pense que la question numéro 1, c'est qu'est-ce que je veux enseigner et à qui je veux enseigner? Puis ça va donner un fil conducteur. Actuellement, il y a beaucoup de propos qui disent que les MOOC, c'est n'importe quoi, c'est un bazar de connaissances, il y a un manque de rigueur pédagogique, il y a peu de standards. C'est vrai, mais c'est à nous, acteurs de l'éducation au Québec, de définir des meilleures plateformes, de faire en sorte qu'on peut élever ces standards-là, créer du contenu qui est pertinent, intéressant et qui s'adresse vraiment à nos apprenants qu'on cible. Il faut garder en tête que même si on fait plein d'innovations, il reste que nos apprenants ont des réflexes ou des façons de faire. Donc, on peut avoir toutes les meilleures idées du monde au niveau de la collaboration et de l'interaction, mais actuellement, les apprenants ont tendance à ne pas beaucoup utiliser ces moyens-là. Ils vont regarder les vidéos. Et est-ce que c'est mauvais? Moi, je sais que mes enseignants qui vont suivre la formation, ce sont des enseignants du collégial qui peuvent déjà être en formation continue. Ils peuvent être au niveau disciplinaire ou au niveau de la pédagogie collégiale. Ils ont des familles, ils ont des activités. Est-ce que c'est un jugement négatif que de dire qu'ils vont choisir le parcours survol? Pour moi, non. Je leur ai donné cette possibilité-là pour faire en sorte que si c'est ce que tu as besoin, tu puisses aller le chercher. Donc, il faut être conscient que les personnes à qui on s'adresse ont des contraintes. Et si on ne fait pas une analyse en profondeur de nos apprenants, bien, on peut s'offusquer, on peut analyser ou trouver des indicateurs qui vont faire en sorte que les résultats ne seront pas à la hauteur. La caractéristique aussi, c'est de peut-être faire attention, bon, les méthodes pédagogiques traditionnelles, oui, avec les technologies du jour, oui, mais gardons en tête l'alignement pédagogique, même si on est en non-crédité, même si on est en formation continue, même si c'est une activité qui est proposée à nos étudiants du secondaire en marge de leur cours ou pour supporter leur cours, essayons de rester dans une rigueur éducative, une rigueur pédagogique pour que ce soit justement des cours de qualité. Ici, je fais juste le tour de ce qui est proposé dans les cours en ligne. Je vais sauter cette diapo-là parce qu'il me reste 2 minutes. Je pense que la plupart d'entre vous devez connaître un peu un cours en ligne. Je voudrais m'attarder davantage à l'évaluation dans quelques diapos. Donc, oui, ça peut prendre une équipe de tournage, un programmeur, un graphiste, c'est vrai. On entend ça souvent, des concepteurs multimédia, un conseiller pédagogique, un conseiller technopédagogique, c'est vrai. Mais nous, on a fait le défi de le faire avec une équipe très réduite et notre stagiaire était en première année. C'était vraiment pas quelqu'un de spécialisé, il n'avait jamais travaillé dans le domaine ou sur la plateforme Moodle, mais nous, on voulait aussi lui donner une opportunité de se développer comme étudiant. C'était une visée pédagogique parallèle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que selon ce que vous avez comme équipe, il y a maintenant des logiciels qui nous permettent de faire beaucoup par nous-mêmes de manière très simple. On a la possibilité de faire des petites vidéos facilement avec des logiciels gratuits. Et c'est à nous de mettre nos limites en termes d'heures. On peut toujours être perfectionniste, on peut toujours vouloir faire plus, mais la question, c'est quel est le délai et quel est l'objectif qu'on poursuit. Et c'est pour ça que la conception, le design, tout ce qui va être réfléchi avant est si important. Parce qu'une fois qu'on va l'avoir mis sur papier, réfléchi, après ça, le transfert sur la plateforme peut se faire dans un temps beaucoup plus rapide ou plus efficace. Si vous souhaitez faire un cours qui rejoint des milliers d'étudiants en même temps, il faut penser à votre structure, votre infrastructure. Donc, pourquoi Moodle ne pourrait pas nous permettre de faire un MOOC? Parce qu'il ne peut pas gérer plus que quelques centaines d'étudiants en même temps, alors que des plateformes comme EduLib peuvent aller dans des milliers. Donc, il faut vraiment aussi concevoir la grosseur de ce qu'on veut concevoir. Ça va nous faire faire des choix différents. Comment évaluer? Bien, on sait que les MOOC vont être beaucoup par auto-évaluation, évaluation par les pairs ou évaluation automatique. Ça a des avantages, des inconvénients, parce qu'en fait, l'enseignant cède un peu de son contrôle, mais on n'est pas non plus dans une formation qui a des visées
crédité nécessairement. Donc, je vais transférer une partie de l'évaluation entre les mains de la communauté dans un SPOC ou un MOOC qui est plus connectiviste, ou encore à la machine dans un MOOC peut-être plus transmissif. Ça enlève le côté plus rétroaction fine d'un enseignant compétent. Donc, l'expert disciplinaire, l'expert de contenu ne sera peut-être pas celui qui va commenter ce qui va être fait par le participant. S'il y a des enjeux de crédit, bien, on va peut-être demander à l'étudiant de se déplacer in situ, donc dans l'établissement scolaire. Et ce qui est intéressant que je voulais vous amener, c'est la test de concordance de script, qui est une nouvelle façon d'évaluer qui est en émergence. Autrement dit, ça nous permet de faire des problèmes très complets, très complexes. On peut faire une APP en ligne comme ça. Puis, il faut vraiment la concevoir de manière très intelligente parce que on va avoir des possibilités, mais on va demander aux participants de faire la meilleure réponse. Et ça nous permet de faire une réponse automatisée à ce moment-là. Parce que si c'est la réponse A qui est la meilleure et qui doit être argumentée, bien, on pourrait introduire les tests de concordance dans un SPOC ou dans un cours en ligne et avoir quand même un gros volume de participants. C'est quand même plus intéressant qu'une question à choix multiple, par exemple, ou un vrai ou faux. Donc, voilà. Et en tout temps, bien, ce qu'on sait, c'est que la rétroaction post-évaluative, elle est extrêmement appréciée des étudiants. La propriété intellectuelle est un enjeu qui demeure important. L'adaptation des services administratifs, c'est crucial. Vos directions d'établissement doivent se préoccuper de la gestion des cours en ligne. Ça fait partie de choses importantes. L'intégration des services, le financement des cours en ligne, parce qu'on introduit de nouveaux acteurs, justement, parce que dans les tâches enseignantes, ce n'est pas toujours bien reconnu dans les conventions collectives et que la formation des formateurs, elle n'est pas toujours là, mais et c'est la bonne nouvelle, la plupart des personnes qui veulent faire des cours en ligne sont prêts à se former de manière volontaire. Donc, il y a quand même beaucoup d'espoir dans la formation en ligne. Voilà, avec 3 minutes de retard, désolée, je conclus donc cette présentation. Je ne sais pas s'il y avait des questions qui surgissaient pour cette dernière partie. En fait, on avait des commentaires de Sylvie Côté qui nous disait « J'aime bien les 2 niveaux là, quand tu as parlé tantôt de survol et profondeur. » Elle dit « Par contre, je comprends la complexité. » Puis, un autre petit commentaire de Sylvie aussi « J'ai beaucoup appris avec PhonMOOC, qui est un CMOOC. » Puis, dans le clavardage, on reçoit aussi beaucoup de suggestions de logiciels libres pour créer des cours en ligne. Fait qu'on pourra voir ça. Sinon, ici, j'ai Daniel Aguilar qui dit « Merci, Mme Marceau, pour l'excellente présentation qui est très riche d'informations. » On a Marie-Josée Arnois qui nous dit « J'ai adoré la présentation. » On a des beaux commentaires par rapport à la présentation. Puis, on avait aussi une question de Lacmour. C'est est-ce qu'on peut avoir un dispositif de formation qui répond à une hétérogénéité du public? Bien, moi, c'est sûr, je ne vois jamais de problème nulle part. Je vois juste des solutions. Alors, je pense que si on a une hétérogénéité de public, ça va être très important de faire une démarche d'analyse avant de passer à la conception. Donc, de vraiment cibler quels seraient les potentiels apprenants, de vraiment identifier quelles sont les problématiques qui pourraient surgir. Et je vous ramène vers la CUA, la Conception universelle de l'apprentissage, qui vise, elle, à justement ne pas tenter de répondre à quelque chose en particulier, mais à essayer de rendre accessible à tous. Donc, je pense qu'en multipliant les moyens de représentation, d'expression, d'engagement, on favorise la réussite du plus grand nombre. Donc, c'est peut-être comme ça qu'on peut peut-être aller chercher une hétérogénéité de public. Merci Nathalie. Martin Bérubé. Écoute, il y a une question de M. Safari. J'inviterais, il a levé la main, j'inviterais à ouvrir son micro pour poser ses questions. Salut Martin. Allô. Merci beaucoup. Merci Nathalie, c'était super intéressant ta présentation. Merci Fadio, c'était vraiment très dynamique. J'ai appris beaucoup de choses dans le fil des échanges aussi. C'était très, très intéressant. Et j'ai une petite question au niveau de votre modèle ADI. Quelle phase a pris plus de temps? Ben, je vous dirais que c'est la phase design a été très longue parce que on était dans cette
ambitieux projet de faire quelque chose à 2 niveaux et avec l'idée d'aller chercher le plus grand nombre. Donc, toute la partie fine de réfléchir comment on allait transmettre le contenu, comment on allait favoriser les échanges entre les participants, comment on allait s'assurer que les gens avaient toujours le choix. Ça a été la partie la plus longue. Et c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps, c'est parce qu'on s'est dit, une fois qu'on va l'avoir créée, cette structure-là, on va pouvoir la dupliquer dans une autre plateforme Moodle et mettre un autre contenu à l'intérieur. Donc, ce qui était difficile, c'est premier, on met beaucoup de temps, mais on sait qu'à la longue, ça va être bénéfique pour en créer d'autres après coup. Si vous aviez, vous, à faire un cours et que vous n'êtes pas dans un projet de recherche, il ne faut pas oublier qu'on était dans un projet de recherche, on avait cette latitude-là, bien, ça serait de voir vraiment, avant de mettre des efforts physiques sur la plateforme en programmation ou en développement ou en conception, c'est vraiment de réfléchir sur l'objectif, c'est quoi la finalité du cours? Pourquoi je le crée? Il va servir à quoi et comment? Et quand je vous parle des indicateurs, les anciens indicateurs de réussite des MOOC qui sont sur le taux de réussite, bien moi, je pense qu'on ne se pose pas la bonne question parce que pour moi, ce n'est pas que la personne ait été au bout avec le parcours profondeur qui va être une réussite. C'est est-ce que la personne est sortie avec les outils qu'elle avait besoin? Donc, si votre conception de cours, elle s'appuie sur une finalité qui est bien définie, vous n'avez peut-être pas besoin de mettre autant de choses complexes à l'intérieur pour arriver à votre objectif. Donc, alignement pédagogique, toujours, c'est la clé pour réussir. Merci beaucoup. Merci. Avant de prendre une autre intervention, je voudrais juste rappeler aux gens qu'on a mis dans le chat le lien pour évaluer l'atelier. Ça fait qu'on vous remercie beaucoup de nous donner de la rétroaction sur l'atelier qui a été présenté cet après-midi. Je le remets dans le chat. Et on avait une petite question de Hassen. Est-ce qu'il y a une relation entre les environnements personnels d'apprentissage et les modèles de formation proposés? Probablement. Comme je disais, il y a des éléments très techniques. Par exemple, si je veux aller rejoindre des milliers d'individus, je n'ai pas le choix de trouver un système qui supporte des milliers d'individus. Donc, ça m'amène à choisir une plateforme plutôt qu'une autre. Ça, c'est vraiment très technique. Si par contre, mon ambition n'est pas de rejoindre des milliers d'individus, mais plutôt de m'adresser aux gens qui sont intéressés ou qui... J'essaie d'aller chercher les exemples des commissions scolaires parce que je ne veux pas juste être dans l'enseignement supérieur, mais parfois, c'est mes étudiants de secondaire 5 ou mes décrocheurs que je vais aller chercher. J'en aurai peut-être pas des milliers. Et peut-être qu'une plateforme comme Moodle ou comme Blackboard pourrait servir quand même. Donc, ou Open Classroom, si vous êtes dans une école secondaire, ou les portails, il y en a qui ont des pluriportails. Il y a peut-être des outils à l'intérieur de vos moyens que vous avez déjà dans vos établissements qui pourraient servir. Et quand on m'a parlé de SharePoint, ça m'a fait « wow, il faut que j'aille voir ça » parce que SharePoint peut être vraiment très facile d'utilisation. Encore là, si c'est du transmissif, que je dépose des documents, que je mets des documents collaboratifs à l'intérieur, je peux peut-être créer une plateforme très dynamique et très simple qui permet à ma finalité de rejoindre les apprenants ciblés. J'invite la personne qui a identifié Nexus 5 à prendre le micro et à poser sa question. Donc, il y a les mains qui sont levées. Si vous n'avez pas d'intérêt de questions, je vous invite à cliquer sur votre main pour enlever dans la section participants le fait que vous n'avez plus de questions. Et je réitère mon invitation. M'entendez-vous? Oui, allez-y. C'est ma première expérience, donc je suis un petit peu... j'espère que ça va bien fonctionner. J'ai suivi la fin de votre conversation et moi, j'enseigne déjà des cours en ligne. Donc, j'ai une expérience déjà de 2 ans en cours en ligne, mais j'aimerais bien pouvoir développer ça en tant qu'autonome. Et est-ce que c'est possible d'avoir le résumé de votre présentation d'aujourd'hui?
Oui, en fait, je sais que la présentation va être disponible en vidéo, Karine. Oui, je viens tout juste de répondre à Chantal là, dans le clavardage. J'ai mis le lien où se retrouvera l'enregistrement de l'atelier et la présentation. D'accord. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. On avait Michael qui nous disait Teams peut aussi être utilisé comme plateforme. Oui, absolument. On a eu des expériences aussi qu'on a utilisé Teams, effectivement. Donc, c'est très simple et c'est gratuit. C'est dans la suite Office 365. Donc, très facile de mettre ça en place quand on a un réseau déjà développé et qu'on veut rester à l'interne, effectivement. On avait Assem qui nous dit les LMS sont centrés sur l'institution. Est-ce que les MOOC sont centrés sur l'apprenant? Je ne pense pas que le MOOC est centré sur l'apprenant. Encore là, les MOOC, il y en a différentes sortes, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, les MOOC transmissifs sont beaucoup plus, je prends le contenu, je le verse et c'est ma crédibilité institutionnelle qui est mise de l'avant. Alors, ce n'est pas tellement au service. Le connectivisme, peut-être plus difficile à rendre, par exemple, ces MOOC. Et le dual layered, à mon avis, est peut-être une voie d'avenir, beaucoup plus complexe, mais permet justement d'aller vers ça, vers le raffinement. La voie, je pense, qui va être la plus proche de l'apprenant, c'est le adaptive learning. Donc, quand l'intelligence artificielle va être suffisamment avancée que la personne qui se retrouve devant l'ordinateur, l'ordinateur est capable d'analyser ses lacunes, lui proposer des activités ou des interactions qui vont la faire avancer et qui aura cet objectif d'apprentissage-là qui sera toujours considéré avec des suggestions. Donc, vraiment, le summum dans l'avenir, ce sera cet adaptive learning qui permettra à l'apprenant de vraiment avoir un parcours qui lui fera comme un gant, qui va être fait pour lui. Donc, quelqu'un qui est très avancé pourra aller développer son expertise et quelqu'un qui aura des difficultés d'apprentissage pourra répéter plusieurs fois des tâches différentes pour arriver au même objectif. Mais le MOOC, à mon avis, c'est pas vraiment pour répondre à un apprenant, c'est pour permettre de donner accès à beaucoup de choses, à beaucoup de personnes. Tu sais, c'est vraiment comme l'accès large. Merci beaucoup pour tes réponses, Nathalie. Est-ce que, Martin, est-ce que de ton côté, tu vois d'autres questions ou commentaires pertinents à faire part à Nathalie? Non, pour l'instant, les gens ont pas mal toutes posé des questions. S'il y a d'autres questions, donc il y a deux façons de poser les questions. C'est soit par le clavardage ou encore par enlevant la main dans la section participants. Donc, on a encore quelques minutes pour répondre à vos questions. J'espère, Nathalie, que tu es encore disponible. Oui, il n'y a pas de problème. C'est intéressant. On a une petite question ici de Isabelle Lessard et elle demande le bilan de vos heures de développement. On m'a posé cette question-là aussi récemment parce que comme on va en développer des nouveaux, on devra en développer 5 dans la prochaine année, bien, il faut estimer le temps réel une fois qu'on a fait le projet est complété. Je ne veux pas être dans un monde de licorne parce que ce ne serait pas très gentil de dire bien, ça va prendre pas beaucoup de temps, finalement c'est facile, lancez-vous là-dedans. Mais je pense que c'est peut-être plus facile maintenant que ça ne l'était il y a 10 ans. Et je pense qu'il faut peut-être revenir en arrière. Tu sais, le MOOC lancé pour 4000 individus, c'est peut-être plus ça. Donc, notre réalité, c'est peut-être de rejoindre nos 30 étudiants qui ont de la difficulté en lecture, puis de créer un outil en tant que commission scolaire ou comme établissement collégial avec des activités pour développer les stratégies d'apprentissage ou peu importe, mais qui vont servir vraiment très proche de ce qu'on a comme milieu. Et si vous êtes des travailleurs autonomes, parce que j'entendais que la dame tout à l'heure voulait peut-être plus en termes de consultante bâtir des outils, mais encore là, c'est définissez précisément à qui vous vous adressez. Donc, c'est plus facile de dire, ben mon MOOC, mon SPOC, mon SOOC, peu importe comment il se nommera, ben, il contient 10 heures de travail parce que ma finalité, 10 heures de travail pour l'apprenant, bien sûr, plus de travail en conception.
je vais essayer de répondre à la question aussi avec une autre réponse qui est très importante. Dans le développement du SPOC, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait deux expertises qui sont côte à côte. Et ça peut être dans la même personne, mais c'est rare. Alors, je vais avoir la personne qui est experte de contenu. Par exemple, j'ai une orthopédagogue qui est bonne en stratégie de lecture, qui, elle, va réfléchir tout le côté didactique, tout l'arrimage, tout ce qui va être dans le SPOC. Et je vais avoir la personne qui va être plus dans la conception. Donc, ça peut être quelqu'un qui a une habileté plus grande au niveau technopédagogique et qui est très à l'aise avec Moodle, par exemple, ou Teams, ou toute autre plateforme. Et c'est la combinaison de ces deux expertises-là qui va faire que ça va être beaucoup plus rapide et efficace. Parce qu'on peut développer le cours contenu, puis après ça, l'envoyer à un expert qui va transférer dans la plateforme. Et ça peut être même quelqu'un qui a une compétence parce que c'est ça son travail, il ne fait que ça, donc ça va être beaucoup plus rapide pour lui de le faire. Dans notre cas, je faisais à la fois la rédaction et le transfert dans le contenu, du contenu dans la plateforme, donc c'est deux compétences qui sont très différentes. Et donc, je faisais le travail 2 fois. L'avantage, c'est que je n'avais pas à attendre l'autre personne. Fait que ça peut aussi faire partie de la réflexion. Si vous avez deux groupes de personnes avec des compétences très distinctes, mais qui sont très efficaces et très productives, ça va vous permettre de faire un cours beaucoup plus rapidement. Si vous êtes tout seul, assurez-vous d'avoir l'expertise des 2 volets ou d'aller chercher à l'extérieur la personne qui va avoir cette expertise-là. Ça ne prend pas nécessairement des experts en programmation. Nous, on en a utilisé un peu de programmation parce qu'on a justement voulu faire nos 2 parcours, mais c'était de la programmation à l'intérieur de Moodle, donc ce n'était pas si compliqué. On n'était pas dans une plateforme qui a été créée de A à Z. Donc, je vous dirais que choisissez une plateforme qui est proche de votre milieu, avec un soutien technique qui est déjà présent, identifiez des joueurs qui ont des compétences et des expertises. Et ce que j'avais lu, c'est qu'en moins de 100 heures, on peut faire un cours un très, très gros cours. Là. 100 heures, c'est quand même beaucoup de temps. Et le plus long peut être le contenu. Ça dépend si vous l'avez déjà en votre possession. Si vous avez déjà du matériel papier que vous devez transférer, bien, ça peut être plus rapide que s'il faut faire tout le contenu aussi. Donc, il y a plusieurs éléments à considérer. Ça prend quasiment une fiche technique qui dit, bon, ben, est-ce que j'ai le contenu? Est-ce que j'ai les experts? Est-ce que j'ai le dégagement de temps? Je vise combien de personnes? C'est quoi mon budget? Et on n'est pas obligé d'aller chercher des budgets de 100 000. C'est pas vrai. C'est pas nécessaire. Ici, on a un petit commentaire qui nous dit de ne pas oublier les conseillers pédagogiques là, dans l'équipe de travail. Absolument. D'experts. Absolument. Tout à fait. Puis aussi, on avait, en fait, oui, Julie Bélan posait tantôt la question, mais vous y répondez comme un peu, tu sais, combien d'heures, c'est peut-être un peu précis, mais combien d'heures de conception pour chaque heure de SPOC on peut prévoir? Hein, c'est pas évident. Bien, je vais te dire qu'au début, c'était plus long. À la fin, là, écoute, je suis rendue que je fais du transfert de contenu. En 1 heure, là, j'ai fait beaucoup de matériel. Parce que mon gabarit est fait, ma routine est faite. Je sais exactement, je fais ça dans tel ordre. Par exemple, si je fais un nouveau module, là, je sais exactement comment je vais m'y prendre. J'ai ma séquence qui est déjà toute préprogrammée. J'ai mes procédures. Donc, dans le fond, j'exporte mon contenu dans mon gabarit. Je place mon gabarit dans ma plateforme. Je vais le dupliquer dans telle situation. Je mets mon icône. Donc, ce qui est long, c'est de développer sa routine. Donc, le premier peut être plus long, le premier module ou la première heure de cours qu'on met en ligne, mais à un moment donné, comme c'est structuré, bien, la dernière heure est plus rapide. Donc, je vous dirais, quand on dit mettez plus de temps dans votre conception, dans votre planification, créez-vous des procédures, des procéduriers pour qu'une autre personne puisse aussi être engagée et le faire. Dans vos milieux, par exemple, nous autres, on peut engager des auxiliaires d'enseignement qui vont nous aider. Bien, un auxiliaire d'enseignement, si je lui donne une procédure, il est capable de reproduire. Donc, le conseiller pédagogique et l'enseignant expert de contenu peuvent très bien bâtir des choses et ensuite les transférer à des personnes qui, elles, vont faire la mise en ligne. Et ça, c'est plus rapide un petit peu. Donc, ça dépend de l'expertise que vous avez. Ce qui a été long pour nous, ça a été la recherche
le contenu, parce que j'ai lu beaucoup d'articles scientifiques pour construire le SPOC. Je l'ai traduit, je l'ai vulgarisé. Donc, c'est ces étapes-là qui étaient les plus longues. Une fois tout ça fait, on a fait un livre électronique. Le livre électronique a servi pour faire la narration des balados-diffusions, a servi à faire les PowerPoint qui sont sur le cours. Puis, les activités pédagogiques découlent de ce matériel-là, les journaux, les réflexions, le journal de bord. Donc, une fois que mon livre électronique a été conçu, après ça, ma médiatisation était beaucoup plus rapide. Fait qu'il y a une structure qui est importante avant de partir sur la plateforme. Tout à fait. Puis peut-être une petite dernière question, c'est Isabelle Lessard, c'est dans le même sens que tantôt, c'est juste que quand vous avez parlé tu as parlé tantôt, Nathalie, de 100 heures de développement, puis tu as parlé aussi de 10 heures environ pour l'apprenant. On se demandait si on parlait de finalement 100 heures de développement pour environ 10 heures pour l'apprenant. Ouais. Non, je pourrais pas. En fait, c'est ça, j'essaie de vous donner plutôt des indicateurs que un ordre de grandeur parce que je ne pourrais pas vous dire que c'est 100 pour 10. Je ne pourrais pas vous dire que c'est 50 pour 4. Je pense que peut-être que le deuxième, je vais être plus en mesure de vous le dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est les écueils que j'ai vus et les éléments facilitateurs. Qu'est-ce qui fait que maintenant, je suis beaucoup plus rapide par exemple, je vais convertir mon cours dans l'autre langue et ça va me prendre, à mon avis, 15 heures, pas plus. Parce que ma structure, mon design est conçu, ma plateforme est montée. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre ma traduction, la mettre dans mes gabarits, puis l'envoyer dans ma plateforme. Donc, à mon avis, en 15 heures, je vais avoir ma deuxième plateforme. Mais c'est tout le avant qui a été long, là. Super, mais merci beaucoup Nathalie, hein, c'est super enrichissant, c'est inspirant, ça nous donne l'envie de créer des cours en ligne. Merci beaucoup d'avoir été là aux participants. Le prochain atelier va être demain matin sur la sécurité de l'information. Puis, je vous répète que la présentation et l'enregistrement se retrouvera sur le site Fadio, là, vous avez eu le lien tantôt, et de ne pas oublier là, de répondre à notre petit sondage sur le bel atelier de Nathalie. Fait que, Karine, je me questionnais, il y a peut-être quelques questions qui restent, on pourrait les noter. Oui. Peut-être répondre, si vous voulez laisser peut-être vos adresses courriels, là, on pourrait peut-être noter les questions qui restent pour les remettre à Nathalie pour qu'elle puisse vous répondre. Oui, je sais qu'il y en avait une de Julie Belland, fait que qui vient de rentrer, je la retenais pour la poser à Nathalie. Sinon, il y a peut-être... quelqu'un aussi de Lindsay Varga, je pense, qui restait. Juste pour être certain qu'on ne les oublie pas. OK. Lindsay, peut-être nous mettre ton courriel, là, si possible, dans le chat. Fait que merci à tous d'avoir été là. Merci beaucoup. Bye bye. Tu peux peut-être rester en ligne si tu veux, Nathalie. Oui. Merci, Nathalie. Bye bye, Martin. Merci, Martin, pour le chat. Ouais, j'ai été comme un petit peu dérangé.